Monsieur le Président et Monsieur les membres du jury, j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre présence aujourd'hui et de vos précieuses remarques sur ce thème. Et mon exposé composera de deux parties. La première partie concerne la définition du sujet de thèse et c'est un concept principal que je remarque à nouveau. Et la deuxième, je parlerai de deux concepts sur lesquels j'ai réfléchi récemment, à savoir imaginer et exprimer. Donc, pour l'instant, je vais commencer par le sujet de cette thèse, le problème du peuple, chez Deleuze et Rancière. Et en ce qui me concerne, il convient de souligner deux traits dans ce titre, à savoir le problème et le peuple, qui ont d'autres sens que sa définition générale, surtout avec Deleuze et Rancière. C'est tout à fait autre chose. Mais alors pourquoi? Je vais vous le montrer en deux points. Le premier point, c'est à propos du problème et du peuple chez Rancière. Et dans cette thèse, en premier lieu, je parle du concept de la politique chez Rancière, en élucidant le rapport entre la politique, la police et le politique. Et comme il a dit que le politique sera le terrain de la rencontre entre la politique et la police dans le traitement d'un tort. C'est une rencontre de deux processus hétérogènes, et à proprement parler. Sur la scène du politique, d'une part, la police ne concerne ni la répression ni le contrôle au sens général, mais un certain partage du sensible pour le consensus. Et d'autre part, la politique implique toujours le dissensus et son propre et l'existence d'un sujet défini par sa participation à des contraires, et c'est-à-dire par une action paradoxale. Ainsi, il faudrait faire attention à toute réduction trop simple de la politique à la police, parce que la politique est toujours rare. Et comme il a dit, la politique n'existe pas tout le temps, mais lorsqu'un excès propre à la politique est préservé. Donc, cet excès concerne un peuple anonyme qui n'existe que comme un pur pas encore pour moi, et c'est-à-dire c'est celui qui peut exprimer sa propre réalité virtuelle, bien qu'il soit considéré général comme une part et son part ou un tort. Et bref, le problème dont nous parlons ici, peut-être c'est ce tort. Et c'est ce tort n'existe avec humour. Par-delà toute vérité dite unique. Et de plus, chaque anonyme, en tant que membre de ce peuple, n'est pas celui qu'on ne sait pas son nom, ou bien il n'a pas de nom, mais en tant que sujet politique en acte et en parole. Autrement dit, il ne s'agit pas de l'absence du nom propre de quelqu'un, mais la réalité d'un excès étant hors du camp présent. Et plus précisément, un tel peuple, comme une part de son part, ne désignait pas les pauvres, mais celui qui peut déranger l'effort de l'inscription déjà existante pour créer une scène de parole, pour créer un don hôte. Parce qu'avoir part ne veut pas dire qu'on a de l'argent ou des propriétés privées, mais une capacité de s'émanciper ou bien celle de créer un nouveau moyen de compter ce qu'on a et ce qu'on est en tant qu'être en commun. Et après tout, la politique est une affaire de mise en scène tel ou tel écart dans un système consensuel pour faire surgir de nouveaux mondes hétérogènes. Ainsi, elle ne concerne ni réponse ni solution immédiate, mais comment questionner sans cesse sur le rapport flottant ou oscillant entre la majorité et la minorité. C'est deux moitiés hétérogènes dans une même communauté. Donc, une telle communauté n'est qu'une esquisse permanente ou bien une quasi-totalité. Et le deuxième point, je vais parler du problème peuple chez Deleuze par une question principale dans cette thèse qui concerne à la fois le peuple anonyme chez Rancière et le sujet de l'art vert chez Deleuze, à
à savoir, s'il y a toujours un peuple anonyme en tant qu'acteur mutant sur la scène politique, comment pouvons-nous le considérer comme un embryon qui ne risque inouï et inattendu? Et dans cette thèse, je tente d'examiner cette question avec trois ontologies, ou bien trois idées chez Deleuze et sa lecture du Foucault. Et c'est-à-dire l'être savoir, l'être pouvoir et l'être soi. Et aussi avec quatre dimensions, le savoir, le pouvoir, le dedans et le dehors et le dedans. Donc ces trois ontologies correspondent à la triade deleuzienne, c'est-à-dire le virtuel, l'actuel et le cristal. En conséquent, rapport de force, agencement ou stratification et le mode de subjectivation. Ainsi, un embryon qui ne reste inouï et inattendu, qui se définit par le processus de subjectivation en dérivant de l'être savoir, l'être pouvoir. Et en même temps, il n'en dépend plus. C'est-à-dire que c'est un processus d'émancipation de soi, à travers l'acte d'un tout décrochage du pouvoir et du savoir, pour le rapport à soi et la constitution de soi. Bref, cet embryon est le sujet de l'arc vert, ou bien le cristal entre le virtuel et l'actuel. Et c'est seulement lui qui peut inventer des problèmes et avoir des idées problématiques à travers ces mouvements intensifs de penser, d'apprendre et de se métamorphoser. Et surtout, il faudrait souligner que le sujet de l'arc vert n'est pas en amont d'un sujet mature ou achevé, mais coexiste avec lui. Et c'est juste comme l'âme d'enfant qui n'est pas immature, mais coexiste avec nous, afin de nous rendre matures. Si bien que nous pourrions l'appeler l'âme problématique, qui n'existe qu'en étant hors du temps présent et en ayant une puissance du faux de s'exprimer pour causer un écart dans un système consensuel. C'est pourquoi tout problème est double, qui concerne à la fois des événements actuels virtuels, corporels et incorporels. Donc, il s'agit en même temps d'un processus de dévoiler et de voiler, de retrouver et d'oublier, où il y a simultanément des idées fulgurantes et des concepts créatifs. Et maintenant, enfin, bref, la politique n'est qu'un champ problématique. Et il y a des problèmes parce qu'il y a différents points de vue pour contre pour un. À ce titre, au lieu de résoudre un problème une fois pour toutes, il convient plutôt de remettre perpétuellement en question le compte pour un. Et chaque compte, quant à elle, n'est opéré que pour créer ou inventer un autre moyen de compter. Si bien que toute solution n'est jamais pour supprimer un problème, mais pour inventer autre problème. En ce sens, compter, c'est inventer. Aucun compte pour un ne doit être contraint sur certains principes dogmatiques afin de constituer un système homogène de la police. Au contraire, c'est celui qui s'opère à travers les passages entre les systèmes hétérogènes. Et c'est pourquoi l'action paradoxale de la politique se dit d'une rencontre entre deux manifestations ou deux processus hétérogènes. Et après avoir exposé certains concepts principaux de cette thèse, et maintenant c'est la deuxième partie de mon exposé, et je vais parler de deux concepts, c'est-à-dire imaginer et exprimer. Et on dit que quand nous rencontrons quelque chose ou quelqu'un, il y a plus ou moins des signes que nous avons perçus. Et pour traduire les signes qui nous entourent, qui nous ont perçus, il ne s'agit pas simplement de la représentation d'un ceci actuel que l'on a perçu, mais aussi de ses conditions dynamiquement spatio-temporelles pour la dépasser. Et c'est-à-dire pour raconter tel ou tel ceci comme élément exprimable hors de tout ce qu'on a vécu. Par exemple, quand on parlait de la démocratie, c'est jamais un retour
aux Grecs ou de vivre comme les Grecs. Parce qu'il s'agit premièrement d'une affaire de l'affection et de l'affect qui concerne des rapports ici maintenant vivants entre des forces pour percevoir des signes actuels et pour les traduire en les dépassant. Et pour percevoir des signes actuels et pour les traduire, il faudrait imaginer et exprimer. On imaginait des rapports entre nous et choses, et puis on exprimait des rapports comme des causalités. Donc, à savoir, on s'exprimait et exprimait quelque chose dont et avec l'imagination. Et précisément, l'acte d'imaginer concerne des associations, des affections ou perceptions. Et tandis que l'acte d'exprimer, c'est de dépasser ces idées primaires. C'est-à-dire, notre capacité d'exprimer a une autonomie de l'effet à la fois corporel et incorporel. C'est pourquoi tout événement a deux aspects, l'accomplissement, l'effectuation et la contre-effectuation. La contre-effectuation, c'est un accomplissement aussi, mais c'est des événements peut-être incorporels, dépassés de nos vécus. Et par exemple, quand on joue de la guitare, et surtout le blues, est-il seulement un style? Je crois que non. Il y a d'autres choses plus importantes que style. Mais qu'est-ce que c'est ça et comment faire? Peut-être on pourrait dire qu'au lieu d'un style, on veut plutôt savoir comment le blues s'est formé. On pourrait toujours imaginer une telle époque de la ségrégation raciale aux États-Unis entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, et puis l'exprimer avec nos débuts aujourd'hui en jeu. Et c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas simplement de représenter ou de restaurer une histoire de blues que l'on a bien connue. Il faudrait fabriquer quelque chose avec nos connaissances et nos expériences, et bien sûr. Mais en même temps, on les dépassait avec quelques improvisations avec le blues. Donc, on ne se contente jamais de conserver et de restaurer une histoire pour jouer de la guitare de blues, dit consensuel. Oui, c'est une vérité unique, non. On travaille avec telle ou telle histoire, peut-être connue ou non connue, pour créer des compositions inattendues et avec humour d'aujourd'hui. Selon Rancière, oui, l'histoire ne veut pas dire un répertoire d'expérience ou d'une discipline, mais la recherche et le rapport avec l'archive. Ainsi, il nous faut travailler avec ces archivés historiques pour faire face à des modes actuels et à notre rapport à soi. Bref, c'est un acte de création ou bien celui de devenir ou de se métamorphose avec l'histoire. Il faut quelques improvisations pour ça. Et ainsi, avec le blues, l'histoire personnelle du je devient celui du on. C'est-à-dire, je parle devient on chante. C'est pourquoi exprimer n'indique pas seulement la parole, mais le chant et la danse. Remplaçons le cri et le tremblement par le chant et la danse. Et pour improviser, la volonté de dominer et de parler, et peut-être chanter. Oui, il faut chanter. Les règles et le style sont consensuels, tandis que l'improvisation et l'invention sont toujours essentielles et mineures, mais on a toujours besoin de ces deux côtés, deux matières hétérogènes et asymétriques pour créer quelque chose de nouveau. Donc, selon Deleuze, dès qu'une œuvre a été créée, elle se tient debout, elle est vive, elle est du sensible qui peut-être nous affecter. Et autrement dit, elle semble indépendante de sa créateur. Bien que l'on puisse, dans une certaine mesure, imaginer, exprimer un auteur à travers ses ouvrages, ses œuvres. Mais ce n'est pas dire que des ouvrages ou des œuvres sont des médiations. Non. Mais il y a des rapports assez compliqués entre l'auteur, le lecteur et le personnage conceptuel.
Et c'est pourquoi je dis que Deleuze est un objet virtuel pour moi, comme s'il n'existait pas encore et comme s'il restait toujours à être exprimé. Et depuis 2005, je tente d'imaginer un penseur français qui s'appelle Gilles Deleuze. Tout d'abord grâce à une rencontre hasard avec ses livres Image d'homme, Image mouvement, et bien sûr ses traductions chinoises. Et surtout, ces rencontres peuvent être considérées comme une belle méprise, parce que ces deux livres sont catégorisés comme ceux de cinéma dans les bibliothèques à Taïwan. Et à ce moment-là, je faisais des courts-métrages et des vidéos expérimentaux, donc je crois qu'il est nécessaire de lire certains livres assez théoriques sur le cinéma. Donc je l'ai acheté. Mais ces deux livres sont tout à fait hors de tout ce que je peux imaginer. C'est-à-dire hors de toutes les catégories pour moi. Et c'est pourquoi je suis profondément attiré et affecté par la pensée de Deleuze à travers ses ouvrages. Et lui, en tant qu'auteur, ou plutôt en tant qu'objet virtuel, à être imaginé par moi. Ainsi, je veux dire qu'imaginer et exprimer implique devenir, et inversement. Mais ce devenir peut être entre l'auteur et l'ouvrage. L'ouvrage est le lecteur est l'auteur. Et par exemple, si on dit que Nietzsche devient Zarathustra, il n'y a pas seulement deux termes dans cette phrase ou proposition, mais trois. Parce que dans ce cas, l'un ne ressemble jamais à l'autre, bien que l'un devienne l'autre. Plus précisément, Nietzsche devient Zarathustra n'implique pas qu'il devient un certain Zarathustra déjà connu par tout le monde. Mais en créant Zarathustra, ce personnage, Nietzsche s'affecte lui-même. En ce sens, devenir implique un processus d'imaginer et d'exprimer quelqu'un ou quelque chose que l'on ne sait pas encore. Et à travers ce processus, Nietzsche devient une troisième personne, entière autre que lui-même et le personnage qu'il a créé, ou on a déjà connu. Ainsi, on pourrait dire que ce processus concerne le développement de soi. C'est un moment de se développer soi-même en dépassant le donné. Bref, ça implique un véritable hôte inconnu et inattendu, un anonyme qui n'est ni Nietzsche ni Zarathustra. Autrement dit, c'est celui qui n'est pas encore su par des informations ou des connaissances générales. Il faudrait le trouver par le lecteur lui-même, du fait que chacun a son propre pouvoir d'être affecté pour imaginer et pour exprimer sa propre singularité. En ce sens, il convient de souligner que, quand Nietzsche écrit son livre Ainsi parle Zarathustra, il n'est pas seulement, en même temps, en tant qu'auteur et lecteur et personnage conceptuel, mais aussi en quelqu'un que personne ne connaît, à savoir une troisième personne, susmentionnée. Et ainsi, quand on lit un livre, peut-être, on n'est pas seulement en même temps en tant que lecteur et auteur et personnage conceptuel, mais aussi un étranger à nous-mêmes. Parce que écrire et lire impliquent tous deux l'acte imaginaire et l'acte exprimé. Il s'agit du sujet variable de l'énoncé hétérotopique. Et après tout, en tant que sujet variable de l'énoncé, Deleuze lui-même devient exprimable. Et à savoir, il n'est pas seulement un homme français, un professeur, un philosophe, etc., mais aussi tel ou tel sujet dans quelque énoncé ou quelque anecdote perpétuellement créé par quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Et je finis mon exposé et je vous remercie de votre attention. Merci.